Que faites-vous quand vous rencontrez un monstre qui a régné sur le champ de bataille pendant 3 ans? Une machine si redoutée que des compagnies entières de chars alliés refusent de l'engager directement. Le char allemand Tiger n'était pas seulement une arme. C'était une guerre psychologique sur chenille. Son canon de 88 mm pouvait percer n'importe quelle armure alliée à des distances où le tir de riposte était un suicide. Mais dans les villes gelées d'Allemagne, au début de 1945, quelque chose de nouveau descend des navires de transport. Quelque chose que la Wehrmacht n'avait pas anticipé. Le char lourd M26 Pershing arrive sans fanfare, mais avec une promesse discrète. L'ère de la suprématie du Tiger touche à sa fin. C'est l'histoire du jour où les équipages de chars allemands ont cessé de rire. Le jour où l'acier américain a enfin riposté avec une force égale, et le moment où un engagement près de la cathédrale de Cologne a changé à jamais le récit de la guerre blindée. C'est l'histoire des hommes qui ont grimpé dans ces Pershing, sachant qu'ils pourraient ne pas rentrer chez eux, mais sachant aussi qu'ils portaient quelque chose que leurs frères dans les Sherman n'avaient jamais eu, une chance de se battre. Février 1945. Le Troisième Reich s'effondre, mais il s'effondre violemment, comme un animal blessé acculé dans un coin. Les Alliés ont franchi le Rhin en certains endroits, mais la résistance allemande reste fanatique. Leurs équipages de chars, bien que surpassés en nombre et à court de carburant, possèdent encore l'armure la plus redoutée du théâtre européen. Le Tiger Björn, avec son armure frontale presque impénétrable et son canon dévastateur de 90 mm Kuka-36, ça atteint un statut presque mythique. Les tankistes alliés appellent les rencontres avec des Tigers, des rendez-vous avec la mort. La doctrine standard en repérant un Tiger est simple. Appelez l'artillerie. Appelez le soutien aérien. N'engagez pas directement à moins d'avoir une supériorité numérique de 5 contre 1. Et même alors, attendez-vous à des pertes. La réponse américaine à l'armure lourde allemande a été jusqu'à présent non pas une supériorité technologique, mais un écrasement numérique. Le M4 Sherman, fiable et produit en masse, combat les Tigers comme des loups combattent des ours. En meute, acceptant des pertes, flanquant quand possible. Les équipages de chars américains savent que leurs canons de 75 mm sont inutiles contre l'armure frontale du Tiger au-delà de 300 yards. Ils savent que le Tiger peut les tuer de 2 fois cette distance. Ils montent quand même dans leur Sherman parce que c'est ce que le devoir exige. Mais quelque chose change en février 1945. Les 20 premiers chars lourds M26 Pershing arrivent en Europe, assignés aux 3e et 9e divisions blindées. Ces machines représentent 3 ans de débats d'ingénierie américaine, de résistance bureaucratique et de nécessité urgente du champ de bataille convergent enfin. Le Pershing monte un canon de 90 mm, porte une armure frontale jusqu'à 4 pouces d'épaisseur et pèse 46 tonnes, approchant enfin la classe de poids du Tiger. Mais voici ce qui compte. Le 6 mars 1945, dans les rues dévastées de Cologne, le Pershing numéro 26, sous le commandement du sergent Nicolas Machlonik, rencontre un char allemand Panther à bout portant. L'engagement dure des secondes. Le Pershing tire, le Panther explose. Un caméraman de combat capture toute la séquence sur pellicule, et ce film devient l'une des documentations de combat de chars les plus visionnées de l'histoire. Pour la première fois, les équipages de chars américains regardent des images d'une de leurs machines affrontant l'armure lourde allemande sur un pied d'égalité et gagnant de manière décisive. L'impact psychologique se propage à travers les unités blindées plus vite que n'importe quel manuel d'entraînement ne pourrait le faire. L'histoire du Pershing commence non pas par la gloire, mais par la résistance bureaucratique et la miscalculation stratégique. En 1942, la doctrine militaire américaine considère que les destructeurs de chars, et non les chars lourds, doivent contrer l'armure ennemie. Les chars sont censés exploiter les percées et soutenir l'infanterie. La force des destructeurs de chars reçoit la priorité de financement. Pendant ce temps, le commandant des forces terrestres de l'armée, le général Leslie McNair, croit que les chars lourds sont encombrants et inutiles. Il pointe la fiabilité et la productivité du Sherman. Il croit que la guerre sera gagnée par une coordination des armes combinées, pas par des duels d'armure. Il a à la fois raison et catastrophiquement tort. Les rapports de combat d'Afrique du Nord en 1943 racontent une autre histoire. Les tankistes américains rapportent se sentir surpassés en puissance de feu et en performance face aux Tigers et Panthers allemands. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams, qui deviendra plus tard chef d'état-major de l'armée,
décrit l'effet psychologique. Quand vous savez que le char ennemi peut vous tuer à milliards et que vous ne pouvez pas le blesser avant 300, vous ne pensez pas à la tactique. Vous pensez à la survie. Les commandants de terrain commencent à exiger de meilleurs chars. Le département de l'ordnance répond par le projet de char lourd T-26, qui deviendra finalement le Pershing. Mais le développement avance au ralenti. Les exigences de poids changent constamment. Le canon de 90 mm nécessite une tourelle plus grande, qui nécessite une suspension plus forte, qui ajoute du poids, qui nécessite un moteur plus puissant. Chaque solution crée de nouveaux problèmes. Pendant ce temps, la priorité de production reste au Sherman, qui peut être construit en énorme quantité. Le général Dwight Eisenhower, examinant les spécifications fin 1943, prend une décision fatidique. Ne perturbez pas la production des Sherman. Le projet T-26 continue, mais lentement, comme une option de secours, pas une priorité. Puis vient la bataille des Ardennes, en décembre 1944. Les Tigers et Panthers allemands massacrent les colonnes blindées américaines dans les Ardennes. La disparité dans les capacités des chars devient impossible à ignorer. Des pelotons entiers de Sherman sont détruits par un seul char Tiger opérant depuis des positions camouflées. Les rapports post-combat décrivent des équipages de chars américains abandonnant leurs véhicules avant d'engager parce qu'ils savent que l'engagement équivaut à la mort. Le dommage psychologique est aussi sévère que les pertes tactiques. Le général Courtney Hodges, commandant la première armée, envoie des câbles urgents demandant un déploiement immédiat du T-26, maintenant redesigné M26 Pershing. Le barrage bureaucratique se brise. La production accélère. D'ici février 1945, les premiers Pershing atteignent les unités de première ligne. Les hommes assignés à équiper ces nouvelles machines font face à leurs propres contradictions. Ils veulent une meilleure armure et une puissance de feu supérieure, mais ils savent aussi que le Pershing est non prouvé. Il est plus lourd que le Sherman, moins manœuvrable, plus complexe mécaniquement. Son moteur Continental AVB 790 est sous-puissant pour le poids du char, le rendant plus lent et sujet à des contraintes mécaniques. Les équipages doivent apprendre de nouveaux systèmes de contrôle de tir, des procédures de manipulation de munitions différentes et des caractéristiques d'exploitation différentes de tout ce sur quoi ils se sont entraînés. Ils doivent faire cela sous le feu pendant des opérations de combat actives, avec un soutien technique minimal. Et ils doivent faire confiance à ce que cette nouvelle machine les protégera mieux que les Sherman qu'ils laissent derrière. Au cœur du déploiement du Pershing, il y a un changement fondamental dans la philosophie militaire américaine. L'admission que la parité technologique compte, que parfois vous ne pouvez pas substituer des nombres et de la détermination à la capacité. Le surnom du Sherman parmi les tankistes allemands est révélateur. Tommy Cooker ou Ronson, d'après le briquet, parce qu'ils s'allument du premier coup à chaque fois. Les équipages de Sherman savent que leurs chars peuvent s'enflammer, prendre feu et cuire l'équipage quand ils sont pénétrés parce que les munitions sont stockées dans la coque, avec une protection inadéquate. Le Pershing corrige cela avec un stockage de munitions humides, entourant les obus de jacket remplis d'eau pour prévenir les incendies. Ce simple choix d'ingénierie sauve des vies, mais la signification du Pershing transcende les spécifications d'ingénierie. Il représente une recalibration psychologique. Pendant 3 ans, les tankistes américains ont combattu avec une compréhension fondamentale. Nous sommes surpassés en puissance de feu. Donc, nous devons surpenser, surflanquer et surnumériser. Cela crée à la fois du courage et un traumatisme. Du courage parce que des hommes montent dans des Sherman sachant les chances. Du traumatisme, parce que ces chances incluent regarder des amis brûler quand leur char est touché. Le Pershing change l'équation, suffisamment pour que les équipages américains commencent les engagements en pensant à la victoire, plutôt qu'à la survie. Considérez les capacités du canon de 90 mm. Contre l'armure frontale d'un Tiger à 500 yards, le Pershing peut pénétrer. L'inverse est aussi vrai. Le Tiger peut pénétrer le Pershing, mais maintenant l'engagement est mutuel. Cette parité transforme les tactiques. Les équipages de Sherman sont entraînés à éviter les engagements frontaux avec l'armure lourde allemande. Les équipages de Pershing sont entraînés à les chercher. La mantille du canon du char porte 4,5 pouces d'armure. La plaque de glacis est inclinée à 46 degrés, augmentant l'épaisseur effective. La tourelle tourne électriquement avec un système manuel de secours. Ce ne sont pas juste des caractéristiques techniques. Ce sont des ancres psychologiques qui disent à l'équipage « Vous pouvez mener ce combat ».
La tension entre la philosophie de production de masse américaine et l'ingénierie axée sur la qualité allemande trouve sa résolution dans le Pershing. Les Allemands construisent des merveilles technologiques, des Tigers avec une armure presque impénétrable, des Panthers avec des optiques supérieures, des King Tigers qui dominent n'importe quel champ de bataille qu'ils atteignent. Mais ces machines sont complexes, chères et produites en nombre limité. D'ici 1945, l'Allemagne aligne peut-être 200 chars lourds opérationnels. L'Amérique, en revanche, commence la production du Pershing, pensant non en centaines, mais en milliers. Le plan vise à construire un char assez bon pour combattre l'armure allemande, tout en étant assez simple pour être maintenu sur le terrain et assez nombreux pour affecter les résultats du champ de bataille. C'est une approche distinctement américaine de la guerre, une supériorité pratique par une compétence scalable. L'engagement de Cologne le 6 mars devient légendaire, précisément parce qu'il est documenté. Le caméraman de combat Jim Bates filme les opérations de la 3e division blindée quand le Pershing 26, surnommé Fireball, tourne un coin et rencontre un char Panther à environ 75 yards de portée. Ni l'équipage du Panther n'attend l'autre. L'équipage du Panther repère le Pershing en premier et traverse leur canon, mais le tireur du sergent Machlonick, le caporal Clarence Smoyer, est plus rapide. Le premier obus de 90 mm du Pershing frappe la tourelle du Panther. Le deuxième obus, tiré 4 secondes plus tard, pénètre la coque. Le Panther explose, ses munitions cuisant. L'engagement entier dure moins de 10 secondes. Ce qui rend ce moment transcendant, ce n'est pas seulement la victoire tactique, mais ce qu'il représente, un char américain moyen lourd affrontant un char lourd allemand dans un combat urbain au couteau et gagnant de manière décisive grâce à une formation d'équipage supérieur et un équipement adéquat. Le film se propage à travers les unités blindées américaines. Des hommes qui ont passé des mois terrifiés par l'armure lourde allemande regardent l'un de leurs nouveaux chars tuer un panthère à bout portant. L'effet psychologique est transformateur. Mais le bilan de combat du Pershing en Seconde Guerre mondiale est nécessairement limité par son arrivée tardive. Seulement 20 Pershing voient le combat en Europe avant la capitulation allemande. Ils participent à des engagements autour de Cologne, la poche de la Ruhr, et les dernières poussées en Allemagne centrale. Leur tuerie documentée inclut des Panthers, des Panzer IV et au moins un Tiger II. Plus important encore, ils changent la façon dont les équipages allemands engagent l'armure américaine. Les tankistes allemands, habitués aux Sherman américains qui reculent quand repérés, trouvent des Pershing qui avancent à la place. La dynamique psychologique s'inverse. Le vrai test du char vient non pas en Europe, mais en Corée 5 ans plus tard, quand des chars T-34-85 nord-coréens roulent vers le sud en juin 1950. Les forces américaines déploient initialement des chars légers M24, Chaffé dont les canons de 75 mm sont inefficaces contre l'armure des T-34. Des Pershing redesignés M26 sont déployés urgemment. À Shinju en juillet 1950, des Pershing du 8e régiment de cavalerie engagent des T-34 à des distances entre 300 et 800 yards. Le canon de 90 mm s'avère décisivement supérieur. Des T-34 qui ont dominé les forces de l'ONU pendant des semaines commencent à se retirer quand des Pershing apparaissent. L'avantage psychologique change. Mais la Corée expose aussi les limitations du Pershing. Son moteur sous-puissant lutte dans le terrain coréen. Son poids le rend difficile à déployer sur les ponts coréens, beaucoup desquels ne supportent pas 46 tonnes. L'armée commence à développer les séries M46 et M47 Patton, qui intègrent les designs du Pershing avec des moteurs plus puissants. L'arrivée du Pershing en 1945 soulève des questions inconfortables sur les priorités de développement des chars américains. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps? Combien d'équipages de Sherman sont morts dans des engagements où un Pershing aurait survécu? Ces questions manquent de réponses satisfaisantes parce qu'elles impliquent des échecs systémiques dans la bureaucratie militaire, la philosophie de production et la prévision stratégique. La croyance du général McNair que les destructeurs de chars pourraient contrer l'armure lourde s'avère inadéquate. Sa mort en juillet 1944, tué par un tir ami pendant l'opération Cobra, enlève l'obstacle institutionnel principal au développement de chars lourds. Mais le retard coûte des vies. En comparant le Pershing à ses contemporains, on révèle à la fois le pragmatisme américain et les opportunités manquées. Le char lourd soviétique IS-2, opérationnel depuis 1944, monte un canon de 122 mm D25T
et porte une armure plus lourde que le Pershing. Le Centurion britannique, entrant en service en mai 1945, servira efficacement pendant des décennies. Le Pershing existe dans un espace intermédiaire, meilleur que ce qui l'a précédé, adéquat pour son moment, mais pas révolutionnaire. Son canon de 90 mm est puissant, mais pas exceptionnel. Son armure est bonne, mais pas impénétrable. Sa mobilité est acceptable, mais pas impressionnante. C'est une réponse compétente à un problème urgent. Ingénierie sous pression temporelle pour répondre à la nécessité du champ de bataille. L'héritage plus profond réside dans ce que le Pershing a enseigné à la doctrine blindée américaine. Premièrement, la parité technologique compte. Le courage et les tactiques ne peuvent pas indéfiniment compenser les désavantages d'équipement. Deuxièmement, la confiance de l'équipage affecte l'efficacité au combat. Les tankistes qui croient que leur véhicule peut les protéger combattent différemment de ceux qui planifient leur route d'évasion. Troisièmement, l'écart entre la doctrine, en temps de paix, et la réalité du combat peut être létal. La croyance que les destructeurs de chars géreraient l'armure ennemie tandis que les Sherman exploitaient, les percées sonnaient, logiquement dans les salles de planification, mais échouaient sur les champs de bataille, où des Panthers tendaient les embuscades depuis les lignes d'arbres et des Tigers ancraient les positions défensives. Peut-être le plus significativement, le Pershing représente un moment d'apprentissage institutionnel. L'armée qui a conçu le Sherman en 1940 croyait que la prochaine guerre ressemblerait à la dernière, mettant l'accent sur la mobilité et les percées plutôt que sur les duels d'armure. L'armée qui a déployé le Pershing en 1945 avait appris par une expérience douloureuse que les guerres ne suivent pas les prédictions d'avant-guerre. L'équipement doit s'adapter aux réalités du champ de bataille, pas l'inverse. Cette leçon façonne le développement post-war des chars. Le M46 Patton incorpore les expériences du Pershing avec de meilleurs moteurs. Le M48 adresse les problèmes de mobilité. La série M60 continue l'évolution. Chaque génération apprend des déficiences de combat de la génération précédente. Mais nous devons aussi reconnaître ce que le Pershing ne pouvait pas résoudre, la vulnérabilité fondamentale de la guerre blindée. Aucun char n'est invincible. Le Pershing pouvait être détruit par des Panzerfaust, des mines anti-chars, des tirs de flanc et des pannes mécaniques. En Corée, le terrain accidenté immobilisait des Pershing que le feu ennemi pouvait ensuite détruire à loisir. Le confort psychologique d'une meilleure armure créait parfois une surconfiance tactique. Les équipages de Pershing engageaient occasionnellement dans des confrontations directes que les équipages de Sherman auraient évitées, payant parfois le prix. La protection et la puissance de feu ne sont pas des substituts à l'intelligence tactique. Tenez-vous aujourd'hui à Cologne, près de la cathédrale qui domine le centre-ville, et vous pouvez tracer le chemin que le Pershing 26 a pris le 6 mars 1945. Le coin de rue où l'équipage de Machlonick a rencontré le Panther a été reconstruit. Les marques de brûlure de cet engagement bref et violent ont depuis longtemps disparu. La cathédrale elle-même, endommagée mais jamais détruite par les bombardements alliés, se dresse comme un monument à la fois à la destruction et à la survie. C'est une métaphore appropriée pour les hommes qui ont combattu dans des chars des deux côtés. Ils cherchaient à se détruire mutuellement tout en survivant somehow à des forces conçues pour les oblitérer. L'histoire du Pershing n'est pas sur le triomphe technologique ou la supériorité d'ingénierie. C'est sur l'adéquation arrivant à temps pour compter. C'est sur les systèmes institutionnels apprenant lentement et chèrement que les hypothèses d'avant-guerre ne survivent pas au contact avec la réalité du combat. C'est sur les hommes qui ont grimpé dans les 20 premiers Pershing déployés en Europe, sachant que ces chars étaient non prouvés, mécaniquement discutables et urgemment nécessaires. Ils ont fait confiance à leur vie à des machines fraîches des chaînes d'assemblage, avec un test minimal, parce que ces machines offraient quelque chose que leur Sherman n'avait jamais fait. Une chance de combattre l'armure lourde allemande sans accepter la mort comme résultat probable. Le rire que les équipages allemands ont supposément dirigé vers les premières apparitions de Pershing, s'il a eu lieu, est mort rapidement. Non pas parce que le Pershing était invincible, mais parce qu'il était suffisant. Il portait un canon qui pouvait percer l'armure du Tiger. Il fournissait une protection qui pouvait résister à des obus de 75 mm et certains coups de 90 mm, selon l'angle et la portée. Il donnait aux tankistes américains la fondation psychologique pour avancer plutôt que reculer quand l'armure lourde allemande apparaissait. Ce ne sont pas de petites choses.
En guerre, l'écart entre être désespérément surpassé et avoir une chance de se battre se mesure non seulement en millimètres d'armure et en calibre de canon, mais en courage, morale et volonté d'engager plutôt que d'esquiver. Quand le caporal Clarence Smoyer a tiré ses 2 obus de 90 mm dans le Panthère à Cologne, il ne détruisait pas juste un char ennemi. Il démontrait que l'industrie et l'adaptation militaire américaine pouvaient produire des réponses aux problèmes du champ de bataille. Il montrait que le courage, quand correctement équipé, pouvait vaincre la supériorité technologique. Il prouvait que les hommes morts dans des Sherman face à des Tigers n'étaient pas morts parce que l'ingénierie américaine ne pouvait pas faire mieux, mais parce que la doctrine et la bureaucratie américaine avaient été trop lentes à reconnaître ce que les commandants de terrain savaient. Parfois, vous avez besoin d'un plus gros canon et d'une armure plus épaisse, et aucune flexibilité tactique ne compense un équipement inadéquat. Le Pershing a servi en Corée, a été modifié et amélioré dans la série Patton, et a influencé la philosophie de design des chars américains pendant des décennies, mais son vrai héritage est plus simple et plus humain. C'était le char qui a dit aux équipages américains qu'ils n'étaient plus censés mourir seulement dans des combats inégaux. C'était le moment où la doctrine blindée américaine a admis que le courage et les nombres ne peuvent pas indéfiniment substituer à la capacité. C'était le jour où la Wehrmacht a réalisé que la puissance industrielle américaine, une fois correctement dirigée, pouvait produire non seulement plus de chars, mais de meilleurs. Les équipages de Tiger qui ont ri s'ils ont ri, ont cessé de rire quand les obus de 90 mm y ont commencé à pénétrer leur armure, supposément impénétrable. Ils ont cessé de rire quand les Pershing ont commencé à chercher des engagements plutôt que de les éviter. Ils ont cessé de rire quand ils ont réalisé que l'équation avait changé et que les tankistes américains ne montaient plus dans des cercueils mais dans des machines qui pouvaient riposter. Ce changement, plus que n'importe quelle statistique de bataille ou ratio de tuerie, est ce qui comptait. C'est ce que les hommes qui ont équipé les Pershing se souviennent. C'est ce que ces images de Cologne représentent. C'est le moment où les forces blindées américaines ont cessé de compenser les désavantages d'équipement et ont commencé à se battre sur un terrain égal. Et sur un terrain égal contre un ennemi à court de carburant, de munitions et de territoire, un équipement compétent en nombre suffisant suffit à gagner. Le Pershing l'a prouvé. Les hommes qui ont combattu dedans l'ont vécu. Et c'est enfin pourquoi cela compte.